Bon. En fait, on sait donc que, comme j'ai indiqué, il est possible d'avoir des mutations naturelles au niveau des gènes, donc qui vont modifier les protéines fabriquées et donc modifier petit à petit l'organisme par évolution naturelle. Et donc ce que nous cherchons, nous, c'est plutôt à faire des modifications génétiques volontaires. Quel est leur intérêt? En fait, c'est principalement pour des raisons de gain de temps, si on peut dire. Voici un exemple de ce que l'on peut obtenir sans modification génétique volontaire, juste par un croisement, des croisements conventionnels entre animaux, sur une sélection sur un critère donné. Ici, il s'agit d'un programme soviétique, donc qui cherchait à obtenir des renards argentés plus dociles pour l'élevage, pour la fourrure, donc par croisement classique. Le programme qui a démarré en 1959, qui a duré 40 ans, nécessitait 35 générations de renards, donc à peu près 45 000 individus pour parvenir à peu près au résultat qu'il souhaitait au départ, donc des renards plus dociles. Mais on voit ici que sélectionner un caractère comportemental, la docilité, a aussi eu des impacts sur la sélection d'autres gènes que les différents gènes qui indirectement pouvaient avoir un impact sur le comportement de l'animal, parce qu'on voit ici un renard argenté conventionnel, donc avec une fourrure uniforme, un long museau, un comportement plutôt agressif envers les humains, et au bout de 40 ans, on obtient ici des renards avec des fourrures non homogènes, ressemblant un peu à celles des chiens, un museau plus court, un caractère très joueur, et en fait, ça ressemble presque à des chiens renards. Alors qu'on n'a pas du tout introduit de chiens dans l'élevage. Mais il se trouve qu'on a eu des aspects assez inattendus de cette sélection juste sur le critère de la docilité. Et dans notre cas, le génie génétique a justement un intérêt qui permet d'accélérer ou de guider l'évolution naturelle de manière à aller plus vite là où on veut aller, à condition bien sûr de connaître quels sont les gènes qui codent directement ou indirectement pour les caractéristiques qu'on veut modifier et de connaître leurs interactions entre eux de manière à ce que quand on fait les modifications, on aboutisse bien à ce qu'on souhaite. Et pas à un mutant qui aurait justement des problèmes, des caractéristiques indésirables. Donc ça c'est pour tout ce qui concerne donc, la génétique, ce qui pourra nous être utile par la suite, notamment pour l'aspect d'humanisation. Ensuite, il y a donc après, il faut pouvoir réaliser ces échanges de gènes, donc passer d'un gène du gène déjà existant et regreffer à la place un gène qui nous intéresse pour obtenir la bonne protéine ou les bons systèmes. Donc, possible d'échanger un gène, donc si on connaît leur emplacement dans les deux génomes, donc le génome cible et le génome de remplacement, ce qui signifie qu'on doit avoir un séquençage quasi complet de ces deux génomes, ce qui réduit légèrement les possibilités de création d'anthropomorphes pour le moment aux espèces pour lesquelles on a un séquençage complet, et également donc les séquences de démarrage de chacun de ces gènes, savoir en fait non seulement où il se trouve, mais où il démarre exactement. Sinon en fait, si on tente un remplacement sans connaître ces séquences promotrices, on va généralement insérer le gène un peu n'importe où, et généralement ça ne va pas marcher, ou alors on va se retrouver à casser un gène utile pour l'organisme. Donc ici, une des méthodes possibles pour pouvoir faire un remplacement efficace d'un gène par un autre, c'est donc, comme il est ici, la première étape, c'est que l'on synthétise par PCR donc les séquences de démarrage et de fin du gène cible A, le gène cible A. Et on synthétise également le gène d'intérêt B. Après, la deuxième étape, c'est que l'on va assembler les séquences promotrices qu'on avait synthétisées sur le gène A, ici. Donc on va créer un gène hybride avec donc le gène de remplacement avec les sections de démarrage du gène cible. Et après, donc, on réalise ici une étape de recombinaison où en fait, en mettant en présence les deux gènes, les séquences promotrices vont s'échanger
comme elles sont identiques, et donc on va échanger les deux gènes pile à l'emplacement du gène cible, en le remplaçant intégralement et de manière transparente pour l'organisme cible, puisque les séquences promotrices et le démarrage sera exactement le même. Donc ça, c'est une méthode mise au point en 2004, donc c'est déjà plutôt bien maîtrisé. Donc on a ce qu'il faut pour pouvoir remplacer quelques gènes. Après, pour d'autres cas où le génie génétique ne serait pas suffisant, parce que ce serait trop complexe, ou alors qu'il n'existe pas un ou deux gènes capables d'obtenir l'effet souhaité, on va utiliser ce qu'on appelle l'ingénierie tissulaire, c'est-à-dire une technique constituant à fabriquer un organe à partir de cellules, à partir d'assemblage de cellules et de supports nourriciers, de manière à obtenir un ensemble fonctionnel. Ici, le pilier de l'ingénierie tissulaire, ce sont les cellules souches. Ce sont des cellules particulières qui sont nombreuses chez l'embryon, parce qu'elles servent justement au développement embryonnaire, et rares chez l'adulte, où elles se trouvent généralement dans la moelle osseuse, mais c'est pratiquement tout, et qui ont deux caractéristiques principales. D'abord, elles permettent de générer, ce sont des cellules qui sont non spécialisées, et qui sont capables de générer des lignées de cellules spécialisées qui peuvent servir à la fabrication d'un organe donné, foie, cœur, etc. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'elles peuvent se diviser un très grand nombre de fois de manière à obtenir un très grand nombre de cellules spécialisées pour pouvoir fabriquer un organe donné. En même temps, on part de ces quelques cellules souches au niveau de l'embryon pour fabriquer un être humain complet. Donc il y a besoin de beaucoup de cellules. Donc ici, en fait, on voit qu'on a différents niveaux, de potentiel de différenciation. C'est-à-dire qu'on a des cellules souches de type omnipotentes, qui sont aussi dites embryonnaires, en fait, qui existent au niveau de l'embryon et qui servent à fabriquer toutes les cellules de l'organisme. Après, à une étape un peu plus évoluée, donc lorsque l'embryon est un peu plus développé, on a ici des cellules plus spéciales, qui sont dites pluripotentes, qui ne sont pas capables de tout fabriquer, mais qui peuvent quand même fabriquer beaucoup de tissus différents. Et après, on a donc toutes les cellules ordinaires, dites unipotentes, qui ne permettent de fabriquer qu'un seul tissu. Ouais. Quelque chose que je n'ai jamais compris dans ces différents stades. Donc il y a les cellules omnipotentes, et puis pluripotentes, et puis les cellules spécialisées. Mais qu'est-ce qui fait une cellule omnipotente va à un moment se transformer en cellule pluripotente, forcément? En fait, c'est qu'à chaque état... C'est quand on reprend une cellule omnipotente et qu'on la met à part, là tout peut repartir à zéro, c'est ça en fait. En fait, justement, ce qu'on a là, le phénomène qui permet de passer, donc de diminuer la capacité de pluripotence, c'est ce que j'ai fait, donc la différenciation. C'est le fait que des cellules mises en contact avec les bonnes protéines ou les bons facteurs de différenciation, donc ces cellules vont donner ensuite des cellules plus spécialisées. Soit d'autres cellules souches. Une cellule omnipotente, par exemple, qui n'est jamais mise en contact avec un facteur de différenciation, continuera à se diviser en cellules omnipotentes. Ou en tout cas, jusqu'à en fait qu'un certain nombre d'étapes soient atteintes, et là elle arrête de se diviser, mais par vieillissement. Justement, je croyais qu'une cellule omnipotente ne vieillissait pas. Disons qu'après, pour l'instant, on arrive à les... Donc, en fait, justement, le principe, c'est que la différenciation, donc c'est la transformation de tissus souches en cellules d'un tissu donné en fonction des facteurs de différenciation qui sont mis en contact. Ce qui permet donc, on peut partir de cellules souches pluripotentes ou omnipotentes, les placer dans différents conteneurs ou dans différents supports, et placer pour chacun les bons facteurs de différenciation, et on obtiendra un assemblage de différents tissus bien coordonnés, puisqu'on aura mis ce qu'il nous faudra à chaque fois pour créer le bon tissu. Et le nombre de tissus qu'on peut obtenir pour une cellule souche donnée dépendra justement de son potentiel de différenciation, donc comme indiqué, pluripotente, omnipotente, etc. Après, les cellules souches sont déjà pas mal employées, au moins au niveau du laboratoire, dans plusieurs domaines de la médecine régénérative. Tout d'abord, le plus simple, en fait,
et ce qui est la régénération par injection, où en fait on injecte des cellules souches d'une personne dans un autre de ses tissus à lui, de manière à ce que ces cellules, en contact avec les facteurs de différenciation présents dans le tissu endommagé, vont fabriquer des cellules du tissu en question pour le réparer. Donc là, on fait juste appel au mécanisme de réparation, on donne un coup de pouce au mécanisme de réparation existant dans l'organisme. Après, il y a la possibilité de réaliser une greffe autologue, c'est-à-dire on prend des cellules chaudes du patient, on les fait se différencier en un organe ou un tissu d'un organe donné dont le patient a besoin, et on lui greffe ensuite. Et là, comme justement ce sont des cellules qui viennent de l'organisme du patient, il n'y a pas de phénomène de rejet, il n'y a pas de compatibilité, donc ça rend les choses quand même beaucoup plus simples. Oui, j'ai une petite question qu'on aurait déjà pu poser plus tôt, c'est en fait, tout ça, ça me paraît un peu abstrait, et quand tu dis injecter des cellules dans un organe, il s'agit de, c'est combien de pourcents de cellules de cet organe qu'il faut modifier pour que ça ait un effet, et pour tout à l'heure quand tu expliquais de l'organisme cible et de départ, je veux dire, ça concerne combien de cellules Pour les cellules souches, on injecte généralement, ça coûte 1 million de cellules souches embryonnaires par injection. Et en fait, dans le cadre par exemple de certains traitements cosmétiques, en fait, on injecte des cellules au niveau de certaines portions de la peau et autres pour la régénérer. On a d'autres injections en fait qui se font au niveau de la moelle osseuse, pour la régénération de moelle osseuse ou de certaines régénérations du foie, qui ont déjà été pratiquées. Je n'ai pas les références exactes, mais donc c'est déjà employé au moins à des stades expérimentaux ou commerciaux très basiques, donc de ce côté-là. Et alors du coup, cette modification de la chaîne des génétiques, elle se fait donc de façon automatique. Dans le cadre des cellules souches, en fait, on a l'impression que c'est cellule après cellule individuellement, mais en fait il y a un système pour automatiser le processus. En fait, ce qui se passe, comme indiqué plus loin, c'est qu'on peut généralement prélever des cellules d'un patient, les transformer en cellules souches, parce que c'est plus pratique, et ensuite injecter ces cellules souches au bon endroit. Donc sans avoir de modification génétique pratiquement. Ce sont les mêmes cellules que celles initiales. Donc ici, c'est juste une méthode de construction plutôt qu'une méthode de modification. D'accord. Mais je faisais aussi référence à le premier panneau où tu expliquais la transcription en fait. Mais là, en fait, justement, les deux techniques, génie génétique et ingénierie tissulaire, sont deux techniques séparées. L'une étant sur la modification du programme génétique, l'autre étant sur la construction d'organes sans modification génétique. Donc c'est séparé, ça nous servira justement chacun de son côté pour faire des choses, pour obtenir le résultat. Donc